Bonjour à tous, je suis Doris Noll, consultante en marketing digital. Donc, merci de nous rejoindre pour ce webinaire sur le Covid-19 et l'immobilier à Miami. Avec plus de 2 millions de cas confirmés dans le monde, dont plus de 620 000 aux États-Unis et plus de 106 000 cas en France. Cette pandémie est sans précédent ces dernières années, donc elle affecte chacun d'entre nous, bien évidemment, au niveau de la santé, des précautions à prendre, de notre mode de vie, surtout en confinement, mais aussi dans la sphère professionnelle, puisque beaucoup de secteurs d'activité sont impactés. Aujourd'hui, nous parlons d'un secteur en particulier, celui de l'immobilier, avec Julia Grolier, experte immobilier française installée à Miami. Bonjour Julia. Bonjour Doris, bonjour à tous les participants. Merci de nous avoir rejoints. Donc Julia, vous travaillez notamment dans l'immobilier haut de gamme chez Cervera Real Estate, un des leaders à Miami. Vous accompagnez notamment les Français, les francophones et les Américains qui veulent louer, vendre ou acheter un appartement à Miami ou s'installer en Floride. Tout d'abord, quel a été votre parcours brièvement et comment êtes-vous arrivé à Miami? Merci Doris. Donc moi, j'ai commencé l'immobilier en France. J'ai fait un BTS profession immobilière. J'ai commencé ma carrière dans la région niçoise à Saint-Laurent-du-Var, où j'ai été agent immobilier pendant 3 ans. Et après, j'ai déménagé à Miami en 2013. J'ai commencé l'immobilier à Miami en 2015 et je suis chez Cervera depuis 2000, ça fait 3 ans. 2015, j'ai commencé. Ouais. D'accord, très bien. Pouvez-vous nous parler un peu plus de Cervera à Miami? Donc, Cervera est une agence, donc on a commencé Cervera en 1969, donc c'était il y a 50 ans. Alicia Cervera a créé cette compagnie. La particularité, ce qui a fait qu'elle a pu rester active aussi longtemps, c'est qu'en fait, elle a commencé à travailler avec les développeurs et représenter leur programme neuf sur Miami. Donc, c'est pour ça qu'on est assez présent sur l'immobilier neuf sur Miami. On a 8 agences sur Miami, Aventura, Allendale Beach, Biscayne, on en a 8 en Floride, enfin, proche de Miami. Et nous avons actuellement 7 projets en construction neuve. Cervera est le leader sur le marché floridien parce que déjà ça fait 50 ans, donc c'est l'une des agences les plus anciennes qui est très implantée, donc on a vraiment une bonne expertise du marché à Miami et de son histoire qui est assez particulière. Et donc voilà, on a représenté plus de 80 développeurs, plus de 115 projets et on a vendu plus de 60 000 propriétés. Donc, excusez-moi, je pense qu'il y a un petit décalage. Donc, si vous le permettez, je vais rappeler le thème du webinaire, le Covid-19 et le marché de l'immobilier à Miami. Tout d'abord, quels effets du Covid-19 avez-vous noté sur le marché de l'immobilier à Miami? Alors déjà, il y a eu des lois qui sont passées, des réglementations, donc, qui ont fait que le marché a un peu ralenti. C'est-à-dire qu'on est un peu limité au niveau des visites. Les associations, en plus, ont instauré des restrictions au niveau des visites. C'est-à-dire que les immeubles autorisent que les résidents à rentrer dans les immeubles. Donc, ça limite un peu nos visites et nos transactions dans les condos, mais les résidences, les single family homes, les maisons par exemple, ou les résidences meublées dans certains immeubles, on arrive encore à faire des deals. On a aussi un nouveau addendum pour extendre les contrats qui s'appelle Covid Addendum, qu'on rajoute dans nos contrats pour protéger les bailleurs, les tenants et les personnes qui sont involved dans le contrat. Et
Mais bon, l'industrie, on a eu un slowdown, on a un peu ralenti l'activité, mais on continue à faire des transactions malgré tout. D'accord, très bien. Est-ce que vous avez noté aussi des changements? Est-ce qu'elles sont par exemple plus frileuses, plus exigeantes? Disons que j'ai l'impression que les acheteurs veulent un peu voir la situation. Donc, je pense qu'ils attendent les 3, 4 prochains mois pour voir comment le marché va réagir, pour voir s'ils peuvent faire des bonnes affaires. Et les locataires, je pense qu'ils attendent juste la fin du confinement pour pouvoir visiter les appartements et signer des leases. D'accord. Et quelles sont les conséquences pour les locataires et aussi pour les propriétaires par rapport à cette pandémie de Covid-19? Alors, les locataires sont protégés, donc il n'y a pas d'éviction. Les évictions ont été bloquées jusqu'au mois de mai. Je pense qu'ils vont prolonger, mais pour le moment, c'est confirmé jusqu'au mois de mai. Et les propriétaires peuvent déférer leur paiement jusqu'à 3 mois à la fin de leur prêt. Donc, s'ils ne peuvent pas payer leur prêt pendant 3 mois, ça sera déféré à la fin de la période du prêt. Alors, oui, allez-y. J'ai pas parlé du système bancaire au niveau des effets du système bancaire. On a vu, bon, les banques, elles continuent à prêter pour les achats nationaux et foreign national. Oui. Les taux ont baissé. Ils sont plus exigeants, mais les taux ont baissé. Par exemple, la banque, on discutait avec la VP de Bank of Brazil qui nous expliquait que en janvier, l'apport personnel devait être entre 35 et 40% pour les foreign national, les non-résidents. Maintenant, on est à 50% d'apport personnel, mais ils prêtent à 4%, à environ 4%, alors qu'en janvier, on était à 5-6%. Donc, les taux ont baissé, mais les conditions sont un peu plus exigeantes. D'accord, très bien. Est-ce que, alors on a une première question aussi. En fait, ce que je vous propose, c'est qu'on finit rapidement les questions du webinaire et puis après on enchaîne sur les questions des participants parce que je pense que parmi les questions, il y aura peut-être des thèmes qu'on va couvrir. Selon vous, est-ce qu'on peut déjà entrevoir le marché de l'immobilier après le Covid-19? Je pense que le marché va changer. Une fois que les évictions vont réouvrir, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'évictions et beaucoup de foreclosures. Donc, je pense qu'il va y avoir des opportunités, mais ça ne va pas durer très longtemps parce que le marché de l'immobilier est assez sain à Miami, donc il va se réadapter rapidement et je pense qu'il va y avoir une small window. Je pense que ça va être juste quelques mois. Les prix vont baisser et vont remonter, se stabiliser. D'accord, très bien. Alors justement, on a une question de Arnaud Renette. Est-ce qu'on note déjà une baisse de prix sur les biens ou est-ce qu'il faut plutôt… Je n'ai pas entendu la question. Une baisse des biens, des prix? Ou est-ce qu'il faut attendre un peu? Pour le moment, je pense qu'il faudrait attendre. Je pense que cet été, les prix vont baisser. Je pense que là, pour le moment, tout le monde est en train de voir comment va réagir le marché. Mais tant que les évictions ne vont pas se faire, tout est un peu frozen pour le moment. Tout est un peu bloqué. Donc, je pense qu'il faut attendre quelques mois, 2-3 mois, je dirais. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des participants qui ont d'autres questions? Surtout, n'hésitez pas. Parce que c'est une opportunité unique aujourd'hui. Donc profitez-en pour poser des questions, y compris sur l'immobilier en général. Après, je pense aussi que les conséquences qu'on va avoir, je pense que les personnes avec cette pandémie, les gens vont penser autrement, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir avoir un bureau chez eux, ils vont vouloir avoir des appartements plus grands.
Je pense que les une chambre et deux chambres les prix vont s'ajuster. Il ne va pas y avoir de très grosses différences de prix, baisse de prix en tout cas pour les une chambre, deux chambres, je pense. Et je pense que les gens vont privilégier d'être dans une maison avec un jardin parce que si ça se reproduit, ils vont vouloir ils vont vouloir avoir un extérieur et pas être enfermés dans un appartement. Et j'écoutais un séminaire avec les développeurs leaders sur Miami et en fait, ils commencent déjà à repenser leur façon de construire. C'est-à-dire qu'ils ils vont faire plus des touch-free zones, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'appuyer sur l'ascenseur, on va juste lui parler, ou bien on va avoir une reconnaissance faciale au lieu d'avoir des clés. Donc, je pense qu'il va y avoir des ajustements aussi à ce niveau-là. D'accord, très bien. Une autre question d'Annie. Ceux qui souhaitent faire un investissement locatif à Miami, quelle est la meilleure zone pour acheter? Alors, moi, je dirais Little Havana, parce qu'on n'est pas très loin de Brickell et de tous les centres d'attraction. South Beach, on est à quelques minutes et les prix sont assez attractifs et le zoning change. Donc, les prix vont augmenter automatiquement. Après, il y a d'autres secteurs. Je sais que Hollywood a un beau taux de rentabilité. South Beach, ça reste South Beach, mais les prix baissent sur South Beach, mais on ne fait pas tant de rentabilité que ça au final. Mais je pense vraiment Little Havana et Hollywood et ces secteurs. Et alors après, j'imagine aussi que ça dépend du bien qu'on recherche parce que peut-être que selon le quartier, il y a des biens qu'on retrouve en plus grand nombre dans certains quartiers et pas dans d'autres, par exemple. Alors, je pense que c'est le quartier et c'est aussi, il faut aussi analyser le quartier et ce qui est attractif. Par exemple, on a un nouveau programme neuf qui s'appelle Nativo et on va autoriser la location à la nuit. Donc, du coup, le taux de rentabilité va être plus élevé et avec toutes les constructions qui se font dans ce quartier, avec le mall, le TGV, il y a le port à côté, on est à 10 minutes de South Beach, c'est un point stratégique. Donc, il faut aussi c'est des budgets qui sont plus autour des 350 000 plus, mais on va avoir un bon taux de rentabilité. Little Havana, on peut avoir des biens autour des 100 000 et avoir un bon taux de rentabilité. J'imagine aussi que ça dépend aussi des quartiers, des biens, si on peut avoir un prix moyen par type de bien, par exemple. Un prix moyen par type de bien dans certains quartiers? Oui. Prix moyen, je dirais Coconut Grove, je dirais les condos sont assez élevés, donc c'est plus des 500 000 plus autour des 1 million. Little Havana, on peut trouver des 100 000 jusqu'aux 500 000. Il y a même des petits immeubles à 500 000. Brickell, Downtown, Edgewater, on est autour des 500 000. Après, on peut trouver, par exemple, au Loft, on peut trouver des appartements à 200 000 qui se louent 1007, 1008. Donc, c'est des bonnes opportunités aussi. Hollywood, ça peut aller de 100 000, 80 000, enfin 80 000 à 500 000, ça dépend. Et South Beach, on peut trouver des bonnes opportunités à 180 000, 150 000. Voilà à peu près le. D'accord. Et une autre question d'Annie, donc l'ordre de prix d'un appartement d'une chambre à Miami dans le quartier de South Beach. South Beach, on peut avoir des appartements à 150 000 avec une chambre. D'accord. 130, je pense que ça commence. On peut même trouver des bons appartements. Et donc cet appartement-là, par exemple, dans les 130 000, est-ce que c'est le prix final? Est-ce qu'on prend en compte des Moi, frais? je négocie toujours. J'essaye toujours de négocier pour mes clients pour qu'ils aient une bonne opportunité. Et, généralement, les prix qu'on voit sont toujours négociables. Donc, on peut négocier. Après, ça dépend, c'est du cas par cas parce qu'en fait, nous, les agents immobiliers, on voit l'historique du bien. Donc, on sait si c'est vendu, si c'est acheté, par exemple, il y a 2 ans à 80 000 et là, il essaye de le revendre à 150 000. On peut
même si c'est ajusté, on peut essayer de faire une meilleure négociation. Donc, ça dépend, c'est au cas par cas. Mais oui, on négocie les prix. D'accord. Quel est le taux de rendement d'un investissement sur un bien immobilier à Miami et le taux d'occupation annuel d'une location? Question très technique de Ok, Loïc alors Anne-Marie. le taux de rentabilité, je dirais le plus bas, ça serait du 3%. C'est les plus bas. Généralement, on est plus autour des 5% et on peut aller jusqu'à du 18%. Moi, j'ai vu des clients qui font du 18%. Taux d'occupation, si c'est par exemple à court terme, si vous louez à court terme, la zone de downtown, on est à 80% de taux d'occupation. Parce qu'en fait, Miami est assez stratégique parce que vu qu'il fait chaud toute l'année, la période hivernale, on a les snowbirds, on les appelle, c'est toutes les personnes, les résidents de New York, Chicago, LA, qui viennent pour profiter du beau temps. Et l'été, on a plus les Européens. Donc, du coup, on a tout le temps, on a un roulement en fait de touristes, ce qui est bien pour Miami. Après, dans l'ancien et dans le long terme, généralement, il y a quand même pas mal d'inventaires, donc ça dépend de l'appartement, ça dépend du secteur, mais généralement, si on le place à un bon prix, il se loue assez rapidement. Donc, et on fait des contrats à 1 an maximum. Donc, normalement, il est loué toute l'année. D'accord. Est-ce qu'il y a des zones à éviter? Oui, il y a des zones. Alors, par exemple, à La Pata, North Miami, il y a des zones à risque. Mais généralement, quand on a un rendez-vous, je vous explique les points stratégiques et les secteurs à éviter. Mais il y a des overtown. Mais généralement, j'emmène pas mes clients là-bas Oui. parce que c'est compliqué. Même si on peut avoir des bonnes affaires, ça vaut pas le coup parce qu'on va avoir plein de problèmes par la suite. Donc, Et puis, c'est peut-être aussi, enfin, les biens qui sont dans ces zones-là ciblent peut-être aussi d'autres types d'acheteurs, peut-être des je pense que c'est plus personnes il y a qui ne des sont pas étrangers forcément. il y a des investisseurs étrangers qui achètent parce qu'il y a des foreclosures et du coup ils peuvent acheter à un très bon prix, rénover et mettre un long. Ça va être des locations long terme. Hein. Il n'y a pas d'Airbnb généralement dans ces secteurs, mais il y en a qui le font. Il y en a qui achètent et qui sont satisfaits. Alors, foreclosure, est-ce que vous pouvez définir juste pour les Ouais. personnes qui sont… Foreclosure, c'est comment on appelle ça? J'ai perdu le nom en français. C'est quand la banque récupère le bien et le vend. Je ne sais plus le terme en français. les enchères et les hypothèques? Voilà, c'est ça. Vente aux enchères. Quel est le déroulé administratif pour une acquisition à Miami de Maïva Cortez par rapport à la France? Alors, c'est plus rapide déjà. Donc, quand on a défini le bien, que le bien vous plaît, on fait une offre. L'offre, généralement, je demande à avoir une réponse sous 2 jours. Une fois que l'offre est acceptée, on fait une inspection. Entre le temps où l'offre est acceptée et l'inspection, j'ai les documents. Moi, je fais déjà, avant de faire une offre, je fais déjà une petite inspection en amont avec l'association qui me dit s'il y a des problèmes dans l'immeuble, si c'est un immeuble. Si c'est une maison, on fait une inspection détaillée. Après, si c'est paiement cash, généralement, après l'inspection, on peut signer. On peut signer à la title company. Ici, on n'a pas de notaire. C'est une title company qui fait office de notaire. Si c'est un prêt, on attend d'avoir le prêt accepté et généralement, vous avez 1 mois pour avoir le prêt accepté. Une fois que le prêt est accepté, on attend que la banque envoie les fonds à la title company et on signe et puis voilà.
On fait une petite inspection avant la signature, juste pour voir si, que l'appartement ou la maison est en bon état. Et voilà. Donc, généralement, ça dure, on dit 1 mois en paiement cash et 2 mois en paiement en financement, avec un financement. Après, vous pouvez regarder sur ma YouTube channel. Oui, c'est ce que j'allais. Dream Home Miami, j'explique en détail les étapes pour louer un appartement, pour investir, pour acheter. J'ai aussi des vidéos avec des avocats en immigration qui vous expliquent quels sont les meilleurs visas. Et j'ai aussi des vidéos avec un comptable, si vous voulez investir, qui vous donne des conseils. Et vous avez également leurs coordonnées dans les vidéos. Et j'ai aussi des vidéos avec les programmes neufs. Donc, n'hésitez pas. Et aussi, sur la YouTube channel, vous pouvez télécharger les guides gratuits qui vous expliquent en détail tous ces points. Et n'oubliez pas de souscrire. Et je viens de rajouter également le lien de la chaîne YouTube et puis nous rajouterons avant la fin du webinaire et des questions les autres liens vers les guides gratuits pour préparer votre projet. Alors une autre question, suite à la vague de licenciements massifs aux États-Unis, est-ce qu'on constate déjà des déménagements de locataires qui cherchent à se reloger à moins cher? Mais je crois qu'on a, en fait, pour l'instant, justement, il y a une période durant laquelle il n'y a pas d'éviction, c'est ça? Il n'y a pas d'éviction. En Floride, le propriétaire il met un 3-day notice, c'est 3 jours pour après commencer le système d'éviction. Là, tout est bloqué. Donc, moi, les clients qui m'appellent en me disant « Julia, j'ai perdu mon travail », moi, je vois avec les propriétaires pour baisser le prix du loyer ou bien généralement les locataires rentrent avec le premier mois, dernier mois et 1 mois de dépôt de garantie. Donc, d'essayer de s'arranger avec le propriétaire s'ils peuvent prendre le dernier mois ou voilà, on essaye de trouver des solutions. Après, ils peuvent toujours passer par un avocat et pour avoir tous les termes techniques, mais généralement enfin, pour le moment, personne ne déménage parce que de toute façon, dans les immeubles, on ne peut pas faire d'emménagement et de déménagement. Donc, tout le monde est Oui, bloqué. à cause des contraintes et Voilà, sanitaire et du coup, pour le des moment, tout est précautions à bloqué. prendre. Oui. Exactement. Okay. Est-ce que les prêts sont plus intéressants avec les banques à Miami ou en France? C'est une question, une autre question. Alors, en France, les taux, là, il faut que je voie parce que les banques, je pense, vont commencer à augmenter leurs taux en France. Les taux sont plus intéressants en France, mais beaucoup plus durs à obtenir. Il faut avoir une relation avec sa banque, mais ça se fait. Aux États-Unis, ça va être du cas par cas. Ils vont vouloir voir vos revenus. Après, moi, je peux vous mettre en contact avec des banques qui s'occupent des prix à l'international. Mais les taux sont plus intéressants en France. Donc, si vous avez une banque qui vous dit OK, c'est mieux de le faire en France. Et puis aussi, il y a quand même un apport qui est de départ qui est plus important lorsqu'on s'adresse à une banque américaine et qu'on est étranger, alors qu'en France, même si les taux sont plus élevés, enfin plus avantageux, pardon, mais l'apport est peut-être moins, les banques sont peut-être moins exigeantes en termes d'apport de départ, peut-être. Après, c'est au cas par cas, hein. Donc, il faut vraiment aller voir sa banque et discuter. Et, c'est vraiment au cas par cas, mais ça se fait. Donc, n'hésitez pas à en parler avec votre banquier. Alors, une autre question. Est-ce que ce sont les diagnostics techniques, comme en France, on parle de DPE? C'est un peu comme le DPE, mais c'est un peu plus poussé. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont nous donner un report assez complet de plusieurs pages en nous décrivant tout. Tout ce qui va pas, donc la prise dans la cuisine à côté de l'évier ne marche pas et n'est pas aux normes. Il y a un carreau qui est cassé. Ils vont vraiment tout. C'est plus précis.
D'accord. Et après, quand c'est une maison, on peut avoir on fait généralement un diagnostic encore plus poussé, parce qu'on va dans la toiture, on essaye vraiment de voir s'il n'y a pas de problème. Et si vous faites appel à une banque américaine, la banque américaine va aussi faire venir son inspecteur parce qu'ils ne vont pas vouloir débloquer des fonds pour une propriété qui est au-dessus du prix du marché ou qui a des problèmes. Donc, ce qui est bien, c'est l'avantage de faire appel à une banque américaine. Et dans vos prestations, vous proposez de rechercher le crédit pour financer le bien, assurer les loyers impayés, la gestion locative. Alors, dans mes prestations, bon, moi, je vous conseille, je vous recommande des partenaires. J'aide parce que mon partenaire, dans tout ce qui est financier, il est américain, donc du coup, j'aide pour les translations. En ce qui concerne le Cervera, on a un département property manager, c'est-à-dire en gestion locative, pour le court terme ou le long terme. Donc, on s'occupe de tout ça, oui. Après, le court terme, généralement, c'est 20%. Et le long terme, c'est à peu près 100-120 dollars par mois. Après, ça dépend parce que si vous avez, par exemple, 20 propriétés avec nous, on peut ajuster les prix. Mais on s'occupe de tout. Est-ce qu'il est possible d'investir dans un bien hôtelier? Condo hôtel? Alors, Un appartement dans un hôtel? alors ça, c'est une question de Julia Rochdy. Je ne sais pas si On peut vous pouvez acheter dans… préciser un bien hôtelier. Je ne sais pas si vous pouvez préciser, Julia Rochdy, ce que vous vouliez dire par investir dans un bien hôtelier. On peut acheter un appartement dans un hôtel. Par exemple, le W Hotel, on peut acheter des appartements et ils ont un système de management interne, c'est-à-dire que l'hôtel s'occupe de l'appartement. Il faut juste décorer l'appartement selon leurs critères. Donc, généralement, ils s'en occupent. Mais oui, c'est possible. Et c'est avantageux. Il y a des condos hôtels qui sont, au niveau taux de rentabilité, qui sont très, très bons. Autre question, quand on achète un appartement dans un immeuble, est-ce qu'il y a un système de copropriété de syndic comme en France? Oui, et ça s'appelle association. Association. Et ils ont plus de pouvoir que les syndics en France. C'est-à-dire qu'ils contrôlent toutes les personnes qui rentrent dans l'immeuble, c'est-à-dire qu'ils soient locataires ou propriétaires. Il y a une application à faire et ils contrôlent que la personne n'est pas en dette, que la personne ce ne soit pas des criminels. Donc, ils font leur background check. Donc, ce qui est bien parce que quand vous avez un nouveau locataire, on contrôle et eux, ils contrôlent aussi. Donc, généralement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. D'accord. Au niveau de la fiscalité, les loyers perçus sont imposés aux États-Unis ou en France? Alors, il faut voir parce que ça dépend si vous passez par une LLC. Je vous conseille de regarder ma vidéo sur YouTube avec notre comptable et de le contacter parce que tout est au cas par cas. Donc, il faut voir avec lui. LLC, c'est l'équivalent d'une SCI ou d'une société? SCI. D'accord. Autre question, est-ce que vous avez des… J'ai pas entendu, désolé. Ça a coupé. Avez-vous des clients canadiens? J'ai des clients canadiens, oui. S'il n'y a pas d'autres questions, oui, alors s'il n'y a pas d'autres questions, donc le meilleur moyen de vous contacter, ben justement, en fait, on allait l'indiquer. Je remets tout de suite les liens dans le chat, comme ça,
vous pouvez contacter Julia par YouTube et aussi par Facebook et par mail. Et peut-être, Julia, si vous voulez laisser votre adresse email directement dans le chat. Vous pouvez m'envoyer des emails, vous pouvez m'appeler sur WhatsApp, me texter. Je suis disponible. Et puis, faites aussi des visites. J'essaye de limiter mes visites. Si c'est une maison et qu'elle est vide j'y vais, mais j'essaye d'éviter. Après, je fais pas mal de virtual showing, des vidéos, ou bien j'appelle en FaceTime si vous n'êtes pas sur Miami. Et nos programmes neufs, on a aussi, pareil, on se sert de Zoom et on fait des vidéoconférences. Et comme ça, on vous montre exactement les présentations comme si vous étiez au Sales Center. D'accord, très bien. Alors, pour clôturer, puisqu'on arrive à la fin du webinaire, je rappelle que accéder à votre guide gratuit sur l'immobilier et aussi vous contacter conseiller en immobilier Dream Home Miami et votre compte Instagram et Facebook. Donc, les liens, on les a remis dans le chat du webinaire. Le replay du webinaire sera aussi disponible sur la même chaîne YouTube Dream Home Miami. Donc, si jamais vous avez d'autres questions entre-temps, n'hésitez pas à les poster en commentaire et Julia répondra aux questions. Et nous remercions tous les participants du webinaire et nous leur souhaitons bon courage durant cette période difficile qui sera résorbée le plus rapidement que possible, on espère. Et car la santé, c'est quand même le plus important et un prompt rétablissement à ceux qui sont directement affectés par le virus Covid-19 et un bon courage à leur famille également. Merci Doris, merci à tous les participants et stay safe. À très bientôt. À bientôt, au revoir. Au revoir.